Le message est arrivé à 23h04 la veille de Thanksgiving. Je me brossais les dents quand l'écran s'est allumé sur le comptoir. Maman, Claire ne vient pas demain. Evan n'est pas à l'aise. Préservons la paix. C'était tout. Pas de « Salut ma chérie ». Pas de « Je suis désolé ». Juste 3 lignes. Je suis resté là un moment, la brosse à dents à la main, de la mousse plein la bouche, à fixer des mots qui, sans être choquants, parvenaient tout de même à me piquer. J'avais fait la réservation 3 semaines plus tôt, choisi le restaurant, parce qu'il était à mi-chemin entre nous et près de la maison de retraite de mon oncle, versé l'acompte, et commandé le vin à l'avance, pour qu'il s'aère juste comme il faut, à leur arrivée. Et maintenant, je n'étais pas invité. Evan est mon petit frère de 2 ans, mon cadet. Il a 36 ans, mécanicien de titre, mais sans emploi. Ma mère Janice a toujours dit qu'il avait juste besoin d'une voix plus douce. Mon père Robert commente rarement. Il ne l'a pas fait pas vraiment depuis l'année où papa a failli perdre la maison et où je suis intervenu avec le chèque qu'il n'avait jamais demandé. Mais c'était il y a des années. Et ce soir, d'une manière ou d'une autre, la maison que j'avais aidé à sauver accueillait un dîner de famille auquel je n'étais pas la bienvenue. Je n'ai pas répondu au message. Je n'ai pas appelé. Je suis simplement allé dans la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché le fichier que je n'avais pas touché depuis 6 mois. Dépenses familiales, ne pas partager.xlsx. Cela avait commencé comme un moyen de suivre de petites choses étranges, l'argent pour l'essence, quand le camion de papa est tombé en panne, le ticket modérateur, du traitement de canal de maman, le paiement de l'assurance auto qu'Evan a oublié 3 mois de suite. Mais avec le temps, c'était devenu autre chose, une sorte de registre silencieux et non sollicité, mais méticuleux. L'écran brillait dans la cuisine sombre des rangées et des rangées de chiffres s'étalant sur des années 2009, versement pour l'hypothèque $5 600. 2012, frais de justice d'Evan pour conduite en état d'ivresse, $2 800. 2015, réparation du système de chauffage, ventilation et climatisation, payé directement au fournisseur, $3 400. 2017, solde des frais de scolarité pour la 2e formation ratée d'Evan, $4 100. Voyage d'anniversaire, courses, visite d'urgence chez le vétérinaire pour le chien qu'Evan avait adopté, puis déposé à mon appartement. Et tout en bas, une cellule rouge que j'avais marquée, mais jamais examinée. 2e hypothèque, activité de compte inconnue, signalée en juin. Je ne me souvenais pas de ce qui avait déclenché ce signalement. Peut-être quelque chose que maman avait dit en passant. Peut-être un papier que j'avais vu dans le garage de papa. J'avais eu l'intention de faire un suivi. J'ai fixé cette ligne plus longtemps que les autres. S'ils avaient eu besoin d'aide, ils auraient pu demander. C'était toujours la règle. Du moins, c'est ce que je pensais. Mais dernièrement, je me demandais si l'aide n'était pas simplement le nom qu'ils donnaient, au fait que je fournisse quelque chose dont ils ne voulaient pas assumer la responsabilité. La première fois que je me souviens d'avoir été qualifié de « stable », j'avais 3 ans et demi, et je me tenais pieds nus sur le porche de notre ancienne maison de Plain-Pied, dans le sud de l'Illinois. La moustiquaire de la porte avait de nouveau claqué derrière moi, et mon père s'était retourné depuis l'allée, un tuyau d'arrosage enroulé dans une main. « Claire », avait-il dit sans colère, juste fatigué. Les portes se ferment doucement quand personne ne les claque. À l'intérieur, mon petit frère Evan s'était mis à pleurer. Il n'avait même pas encore 2 ans que des boucles des joues douces et des poumons puissants. Maman l'avait ramassé de son tapis de jeu et m'avait adressé ce demi-sourire qu'elle utilisait quand elle voulait corriger et réconforter en même temps. « C'est toi la stable », m'avait-elle dit. « C'est une bonne chose. C'est resté. » L'expression, le ton, la façon dont sa main tapotait doucement le dos d'Evan pendant qu'elle le disait.
Je ne pense pas que je comprenais à l'époque, pas vraiment, mais j'ai dû l'absorber car, à partir de ce jour, j'ai fait de très gros efforts pour ne rien claquer. C'est moi qui me souvenais de rapporter les livres de la bibliothèque. Je n'ai jamais eu besoin d'aide pour préparer mon déjeuner ou trouver mes chaussures. Quand la chienne s'est enfuie, c'est moi qui suis resté dans le jardin avec une lampe de poche jusqu'à ce qu'elle rentre. Evan avait le droit d'être sauvage, émotif, plein d'énergie. Moi, j'étais stable. J'étais la charnière qui ne grinçait pas l'assiette, qui ne se cassait jamais l'enfant, qui n'avait pas besoin qu'on lui court après. C'était censé être un éloge, je le sais maintenant, mais cela signifiait aussi que j'ai appris très tôt à rester silencieuse pour que les autres puissent être bruyants, à être fiables, invisibles. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, on attendait de moi que je maintienne la cohésion de la maison. Et personne n'a jamais demandé si être stable avait un coût. J'avais 21 ans lorsque le marché s'est effondré, tout juste sorti de l'université, partageant encore un appartement d'une chambre, avec 2 colocataires, travaillant sur des contrats à distance, qui payaient en retard et ne complimentaient jamais. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour commencer à mettre de l'argent de côté. De petits investissements lents et réguliers, comme tout ce que je faisais. Cet automne-là, la voix de maman s'est brisée au téléphone. « Ça ne s'annonce pas bien », a-t-elle dit. « Ton père est inquiet, mais il ne le dira pas. J'ai conduit jusqu'à la maison ce week-end-là, 4 heures dans une voiture empruntée. Papa était dehors en train de réparer la rampe du Porsche avec une clé trop petite pour le travail. Il n'a pas levé les yeux quand j'ai monté les marches. « Nous allons bien », a-t-il dit. Ce n'était pas le cas. Il y avait 3 mensualités de retard sur la maison, une deuxième hypothèque contractée pour payer l'école de métier d'Evan qu'il avait déjà abandonnée. Les lettres étaient empilées dans un tiroir près du téléphone, sous un vieux bulletin paroissial et une pile de coupons découpés. Je n'ai pas demandé la permission. J'ai simplement appelé la banque, leur ai donné les informations de routage de mon compte et j'ai réglé les arriérés. Je ne voulais pas de « merci ». Je voulais juste arrêter la panique silencieuse qui avait commencé à s'installer sur tout. Maman l'a découvert une semaine plus tard. Elle m'a appelé, a dit « Tu n'aurais pas dû ». Puis elle a ajouté « Le café est prêt ». C'était tout. Je crois qu'à l'époque, je pensais qu'avoir besoin de moi était la même chose qu'être désiré, que si j'en faisais assez, si je donnais assez, si je soutenais les coins chancelants, quelqu'un finirait par lever les yeux et me voir là debout. Mais personne ne l'a fait. Pas à ce moment-là. Pas quand Evan a accidenté une voiture en 2012. Pas quand les travaux de bridge de maman ont épuisé sa couverture dentaire. J'ai juste continué à donner stable comme toujours. Et d'une manière ou d'une autre, plus je donnais plus, il leur était facile de ne pas remarquer ce qui manquait. Je me suis réveillé avant le lever du soleil, le matin de Thanksgiving, non par habitude, mais parce que le sommeil m'avait quitté vers 3 heures du matin et n'était pas revenu. La lumière de la cuisine était encore allumée de la veille. Une liste de plats d'accompagnement se trouvait sur le comptoir à moitié cochée. J'ai ouvert mon ordinateur portable, me suis connecté au portail de réservation du restaurant et j'ai annulé la réservation 24 couverts, 2 chaises hautes, accord mets vin prépayés. J'ai quand même payé le solde restant. Je ne voulais pas que quelqu'un dise que j'avais fait une scène pour de l'argent. Puis j'ai ouvert un nouveau courriel. Objet. Puisque je ne serai pas au dîner. Pièce jointe, dépenses familiales. Ne pas partager quand XLSX. Je n'ai ajouté aucun commentaire. Pas de longue explication, pas de colère, juste une brève note. Puisque je ne me joindrai pas à vous ce soir, j'ai pensé que vous devriez avoir ceci.
C'est tout ce que j'ai couvert depuis 2008. Pour information, je ferme l'ardoise. C'était tout. J'ai cliqué sur Envoyer et j'ai fermé l'ordinateur portable. Il n'y avait aucune satisfaction là-dedans, juste une immobilité, comme la fin d'une longue journée de travail, dans une maison que personne d'autre n'était resté pour nettoyer. J'ai fait du café, les versé dans la tasse qu'Evan m'avait offerte il y a 5 ans et qui disait « meilleur plan de secours du monde ». Il avait ri en me la donnant. Maman aussi. J'avais souri moi aussi. C'est ce qu'on fait. Mais je ne l'avais pas utilisé depuis. Ce matin-là, je l'ai tenu à 2 mains, j'ai laissé le poids de la porcelaine reposer un moment. Puis j'ai versé le café dans l'évier rincé, la tasse, et l'ai délicatement rangé au fond du placard derrière le mixeur, où personne ne la prendrait par accident. Le premier message vocal est arrivé juste après midi. Papa mesuré comme toujours. Claire, ta mère est contrariée. Evan ne le pensait pas à mal. Tu nous as pris au dépourvu. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses dans cette famille. Il a raccroché sans dire au revoir. Le second était de maman, la voix brisée. Ma chérie, tu sais comment est ton frère? Sensible. Ça a été une année difficile pour lui. Ne laisse pas un malentendu gâcher tout ce que nous avons construit. Elle n'a pas mentionné le fichier. Je n'étais pas sûr si elle l'avait déjà ouvert. Le soir, Evan avait envoyé 2 textos. Le premier disait « Sérieusement, tu comptes les points maintenant ?» Le second est arrivé 5 minutes plus tard. « J'espère que ton argent te tiendra chaud. » Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, je me suis assise près de la fenêtre, avec une couverture sur les jambes, et j'ai laissé la lumière s'estomper sans rien allumer. La boîte de réception s'est remplie lentement. Un cousin demandant si j'allais bien, une tante disant qu'elle aurait aimé que quelqu'un dise quelque chose plus tôt. Personne n'a demandé ce qu'il y avait dans le tableur. Personne n'a demandé pourquoi je l'avais envoyé. Seulement pourquoi maintenant? Pourquoi de cette façon? Pourquoi n'avais-je pas pu gérer ça discrètement comme toujours? Et c'est la partie qui m'a le plus piqué. Pas la déception dans leur voix, pas leur attitude défensive, mais la supposition que j'étais encore, celle qui aurait dû empêcher les choses de s'effondrer. L'enveloppe était sur le manteau de la cheminée depuis juin. Couleur crème, pas d'adresse de retour, mon nom écrit de la main tremblante de mon père, soigné mais inégal, comme si les lignes lui avaient écouté quelque chose. Je ne l'avais pas ouverte à son arrivée. Je me souviens l'avoir prise, l'avoir retournée, sentant que ce n'était pas une carte d'anniversaire ou une note de remerciement. Il y avait juste une épaisseur dans le papier et une sorte de poids auquel je n'étais pas prête. Alors je l'avais glissée derrière l'horloge en céramique et l'avais laissée là. Ce vendredi soir-là, après le dernier texto d'Evan et le 3e appel de maman en autant de jours, j'ai pris l'enveloppe et l'ai ouverte lentement. À l'intérieur se trouvait une liasse de documents agrafés et une courte note sur du papier ligné. « Claire, nous avons fait des erreurs. J'ai fait des erreurs. Mais tu dois savoir ce qui se passe. Je ne savais pas vers qui d'autre me tourner. Papa. » Le premier document était un relevé de banque pour un compte joint au nom de mes parents. De petits retraits au fil du temps, $60, $80, $120. Puis de plus important, un virement de $1200 libellé réparation, $800 d'une chaîne d'épicerie près de l'appartement d'Evan, un autre de $350, à une boutique qu'il avait l'habitude de taguer sur Instagram. La deuxième page était pire un courriel scanné entre papa et un conseiller financier. Leur maison, celle que j'avais aidé à sauver en 2008, avait été discrètement refinancée 2 fois. Le dernier prêt était en retard. Ils étaient à quelques semaines de manquer à nouveau des paiements. Puis vint la phrase qui m'a arrêté.
Elle dit qu'elle s'en occupe. Mais Rachel Claire ne doit pas savoir. Elle en a déjà assez fait. Il ne m'avait jamais dit ça. Pas une seule fois. Mais c'était là silencieux enfoui dans une conversation numérique qu'il espérait probablement que je ne lirais jamais. Et maintenant, même s'il ne demandait pas d'aide, le mal était déjà fait. La maison, leur sécurité, les fondations sur lesquelles ils avaient bâti leur vie, tout cela s'échappait. Et la personne en qui ils avaient confiance pour arranger les choses était celle qu'ils venaient de désinviter à dîner. J'ai rencontré Myriam Cain le mardi matin suivant. Son bureau se trouvait dans une maison victorienne, rénovée juste à côté de la place, tout en parquet usé et lumière filtrée. Elle m'avait été chaudement recommandée par un collègue qui l'avait un jour décrite comme chirurgicale dans son silence. Cela s'est avéré vrai. Myriam avait la cinquantaine, était compacte, le regard vif, pas méchante, mais clairement pas du genre à faire la causette. Je lui ai tendu la liasse. J'avais apporté les relevés bancaires de l'enveloppe de papa, l'impression du courriel signalé quelques années de mes propres registres et le tableur que j'avais envoyé le jour de Thanksgiving. Elle les a disposés sur son bureau, en rangées lentes et précises, les parcourant avec un stylo entre les doigts. Pas de sourcils levés, pas de commentaires, juste le brassage régulier du papier. Quand elle a eu fini, elle s'est légèrement penchée en arrière et a dit « Ce que vous décrivez n'est pas seulement injuste. C'est un schéma financièrement et émotionnellement, et vous en avez été le garant financier pendant tout ce temps. » Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Elle a tapoté une fois le stylo contre le bord du bureau. Ils ont appris à compter sur votre silence, votre stabilité. Si vous voulez arrêter ça, nous devons créer une structure qu'ils ne pourront pas défaire. Ce mot m'a marqué. Structure. Alors nous avons élaboré un plan. Nous allions établir une fiducie privée. La maison familiale serait achetée au nom de la fiducie, mes parents conservant un droit de résidence viager. Ils ne pourraient pas emprunter contre elle. Ils ne pourraient pas la vendre. Si quelqu'un essayait, la fiducie gèlerait et bloquerait tout. Ensuite, je rembourserais les dettes cartes de crédit facture médicale, 2 prêts personnels. À une condition, chaque transaction serait documentée, notariée et liée à des limites légales. Evan ne serait pas inclus. Ce n'était pas négociable. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait d'oxygène. Et pour la première fois, je construisais quelque chose que je n'avais pas apporté seul. Ce soir-là, après avoir quitté le bureau de Myriam, je me suis arrêté à l'épicerie. Rien de majeur, juste quelques trucs pour la semaine. J'ai payé en espèces, chose que je n'avais pas faite depuis des années, et j'ai conduit jusqu'à la maison en silence. De retour à l'appartement, j'ai branché mon téléphone et j'ai remarqué un appel manqué d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Pas de notification de message, mais quelque chose m'a interpellé, une démangeaison au fond de mon esprit. J'ai ouvert les archives de la messagerie vocale. Il était là, daté de 2 semaines plus tôt. La voix était masculine, quarantaine, peut-être sèche et professionnelle. Bonjour, ici Tom Reeves de la First Capital Credit Union. J'appelle pour Claire Holden. Je voulais simplement confirmer une demande de cosignature soumise le 30 octobre pour une nouvelle ligne de crédit personnel au nom d'Evan Holden. Si vous pouviez nous rappeler pour vérifier l'autorisation, nous vous en serions reconnaissants. Il a terminé avec un numéro de rappel. Aucune urgence, aucun signal d'alarme dans son ton, mais l'implication était lourde. Je n'ai jamais reçu cette demande. Je n'ai jamais rien signé. Et pourtant, il y avait mon nom, mon crédit, mon identité utilisée sans même un texto. J'ai sauvegardé le message vocal, l'ai transféré à Myriam et n'ai pas rappelé la banque.
Je n'en avais pas besoin car ce que je ressentais n'était pas le choc. C'était la clarté. Il n'y avait plus de malentendus, juste des preuves. Nous nous sommes retrouvés à la maison un jeudi matin. Il faisait froid mais lumineux, le genre de journée d'hiver du Midwest, qui sent les feuilles gelées et quelque chose qui brûle à 2 maisons de là. La cuisine n'avait pas changé. Mêmes armoires en pin, même vieille érable visible par la fenêtre. La même horloge en céramique qui tic-taquait au-dessus de la cuisinière, toujours avec 5 minutes d'avance. Papa portait sa veste en velours côtelé marron, celle qu'il jetait sur le banc pendant la messe. Il avait sa Timex, celle au cadran rayé, et au bracelet en cuir usé. Je me souvenais la lui avoir offerte quand j'avais 16 ans avec l'argent du gardiennage d'enfants et un coupon du catalogue Sears. Il l'a enlevée et l'a posée à côté des papiers de la fiducie, comme si elle pouvait interférer avec le stylo. Myriam nous a expliqué les documents page par page. Personne n'a interrompu. Personne n'a objecté. Maman a posé une question sur la clause de résidence. Alors cela garantit que nous ne serons pas expulsés. Cela garantit que vous ne perdrez jamais cette maison, ai-je dit, mais vous ne pourrez plus emprunter contre elle. Elle a hoché la tête une fois. Ils ont tous les deux signé lentement, soigneusement. Leurs mains bougeaient comme s'ils traçaient une carte qu'ils ne s'attendaient pas à lire. Quand ce fut terminé, Myriam a refermé le dossier et a pris le tampon de notaire. Maman m'a jeté un regard et a murmuré « Tu n'étais pas obligé de faire ça. » Je l'ai regardé dans les yeux. « Non, ai-je dit. Je ne l'étais pas. » Pas de câlin, pas d'excuse, juste le son du tampon qui claque en place et le grattement d'un stylo retournant dans son capuchon. Dehors, le vent s'est levé, projetant quelques feuilles cassantes sur l'allée. À l'intérieur, personne ne bougeait. Il est arrivé 3 nuits plus tard, juste après 20 heures. Il avait plu presque toute la journée et l'air sentait l'asphalte froid et le coton mouillé. J'ai entendu frapper avant de le voir 3 coups secs espacés régulièrement, comme s'il les avait répétés en venant. J'ai regardé par le Judas. Il était trempé, pas de parapluie, juste un sweat à capuche collé à ses bras. Pas de rage sur son visage, juste quelque chose d'acide et de dur comme un bleu qui refuse de s'estomper. J'ai ouvert la porte à moitié. « Alors c'est ça, a-t-il dit. Tu achètes juste la maison et tu nous exclus tous. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai pris le dossier que j'avais laissé sur la table de l'entrée et je le lui ai tendu déjà ouvert à la page 4. Restriction des bénéficiaires clairs, comme de l'eau de roche. « Tu aurais pu me le dire, » a-t-il dit sans regarder la page. « Tu n'avais pas à le faire en douce. »« Je te l'ai dit, » ai-je répondu, « chaque fois que j'ai payé ton loyer, chaque fois que j'ai couvert tes découverts. Tu ne l'as juste pas entendu parce que je n'ai jamais crié. » Il a fait un pas à l'intérieur, les bras croisés. Sa voix a baissé. « Alors, et maintenant, tu en as fini avec moi. »« Non, » ai-je dit doucement. « Tu en avais fini avec moi au moment où tu es resté là à les regarder me désinviter d'une table que j'avais mise. » Il a cligné des yeux une fois, puis une autre. « C'était l'idée de maman. C'était ton silence. » Il a baissé les yeux puis a regardé ailleurs. Le papier dans ses mains s'est légèrement recourbé sur les bords à cause de l'humidité. « Alors qu'est-ce qu'il me reste au juste ?» J'ai soutenu son regard. « Ce que tu choisiras de construire. » Il a hoché la tête une fois et a reculé. Pas de porte claquée, pas de dernier mot, juste le bruit doux de chaussures mouillées s'éloignant dans le couloir. Et pour la première fois, depuis des années, je ne me suis pas sentie coupable, seulement légère. Les jours qui ont suivi ont été calmes, d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pas le genre de calme qui attend qu'un téléphone sonne,
mais celui qui s'installe dans les coins et y reste. J'ai ouvert mon calendrier et j'ai supprimé les rappels récurrents, le bilan de cholestérol de papa, les nettoyages dentaires de maman, le renouvellement du bail des vannes. J'ai annulé les livraisons de fleurs automatiques que j'avais mises en place il y a des années, fête des mères, fête des pères, juste comme ça. Je me suis arrêté à chaque fois avant de cliquer sur « Supprimer », comme si le système pouvait me demander si j'étais sûr. Il ne l'a pas fait. Ce vendredi-là, je suis rentré du travail et je n'ai pas entendu mon téléphone vibrer une seule fois. Personne ne demandant si je pouvais virer de l'argent pour une facture en retard ou réserver un vol pour quelqu'un qui avait encore perdu la notion des dates. L'appartement semblait immobile. J'ai enlevé mes chaussures, allumé une lampe et préparé le dîner pour une personne sans me presser. J'ai fait des légumes rôtis, réchauffé une tranche de pain au levain, versé un verre de vin. Rien d'extraordinaire, mais j'ai goûté chaque bouchée lentement, sans attendre une sonnette ou des excuses. Je pensais que ce genre de silence ressemblerait à de la solitude, mais ce n'était pas le cas. C'était comme de l'espace, le genre que je n'avais pas eu depuis très très longtemps. C'est un mardi matin que le message vocal est arrivé. La voix était inconnue, calme, un peu bourrue. « Bonjour, c'est Tom. Je travaille à l'ancien entrepôt de revêtement de sol sur Fairview. Je crois qu'on a trouvé quelque chose à votre nom lors du nettoyage d'une propriété. Ça pourrait valoir le coup d'œil. Fairview. » C'était la rue où vivaient mes parents avant que la maison ne change de main avant la fiducie. Je suis passé cet après-midi-là. L'endroit sentait le diluant à peinture et la sciure de bois humide. Tom, la soixantaine chemise en jean ceinture pleine de clés, m'a accueilli à la porte et m'a conduite devant des rangées de boîtes à moitié ouvertes. « Je ne l'ai pas ouverte, » a-t-il dit. « Je me suis dit que vous voudriez le faire. » La boîte avait les coins mous, mon nom de famille, griffonné sur le dessus à l'encre noire délavée Bradley. J'ai soulevé le couvercle. Reçu, relevé bancaire, enveloppe déchirée. Glissé en dessous, 2 cahiers à spirale. L'écriture était sans équivoque celle d'Evan, courbé, incliné toujours à l'encre noire. Il avait tenu des listes dépenses réelles et gonflées, stratégie de découvert, quelle carte de crédit à vers de la marge. Une page m'a glacé. Une note griffonnée dans la marge disait « Demandez à maman pour utiliser la fiducie de Claire. Elle ne dira pas non si c'est pour eux. » Je l'ai tenu longtemps. Il y avait aussi des demandes de location d'appartements, des formulaires à moitié remplis, avec mon courriel indiqué comme garant de fausses déclarations de revenus des contacts d'urgence que je n'avais jamais acceptés. Il avait essayé de me rendre responsable, sans jamais me le demander. Tom n'a pas posé de questions, il est juste resté à proximité, les mains dans les poches. « Merci », ai-je dit. De retour à la maison, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai tout étalé. Ce n'est pas que je ne le savais pas. Je ne l'avais simplement jamais vu tout en même temps sur papier de son écriture. C'était une sorte de clarté à laquelle je ne m'attendais pas, et avec elle, une décision que je ne réalisais pas avoir déjà prise. J'ai appelé Myriam le lendemain matin. Je lui ai parlé des cahiers des demandes du langage qui ne faisaient plus semblant. Elle n'a pas demandé de scan, a juste dit « Apportez-les ». À midi, la fiducie avait été modifiée. Nous avons resserré chaque clause. Pas de nouveaux privilèges, pas d'accès non autorisé. Toute tentative de modifier les termes déclencherait désormais un gel juridique automatique. Nous avons ajouté une couche supplémentaire, un fiduciaire externe indépendant et incorruptible, sans lien de sang. La maison n'était plus seulement protégée, elle était scellée. Cet après-midi-là, j'ai écrit une dernière lettre, non pas à mes parents, non pas à Evan, mais aux fiduciaires. J'ai tout détaillé, les documents non autorisés, les tentatives de manipulation financière,
l'implication que famille signifiait permission. Je l'ai signé, scanné et téléchargé dans les archives. Puis je me suis assise et j'ai fermé le dossier. Pour la première fois, cela ne ressemblait pas à de la défense. Cela ressemblait à un choix. Un choix de mettre fin au schéma. Un choix de laisser le silence signifier la paix, pas la pression. Un choix de ne plus être le registre dans lequel il puisait simplement parce que je n'avais jamais dit non à voix haute. Je n'ai pas envoyé de message à Evan. Je n'ai pas appelé ma mère. Je n'ai pas expliqué. Il y a une sorte de liberté à ne rien devoir, pas même la compréhension. Et peut-être qu'ils ne remarqueraient jamais la frontière finale. Peut-être continuerait-il simplement à marcher le long du périmètre, se demandant pourquoi la porte ne s'ouvre plus. Ce serait leur histoire à porter. La mienne avait déjà avancé. Ce dimanche-là, j'ai mis la table. Juste une assiette, une fourchette, une serviette en lin, pliée à côté d'un verre à vin que je n'avais pas utilisé depuis des années. La lumière du plafonnier bourdonnait doucement, projetant un halo chaud sur la surface en chêne que j'avais moi-même rénové 2 hivers auparavant. J'ai préparé du poulet rôti au thym et au citron, des haricots verts, sauté une petite patate douce coupée en 2 et beurrée. J'ai versé un verre de rouge, rien de cher, mais il s'aérait bien. Le genre de repas que j'avais passé une décennie à planifier pour les autres, jusqu'à leurs préférences, leurs allergies, leurs plats favoris. Mais ce soir n'était pas pour eux. Il n'y avait pas de chaise vide, pas de couvert supplémentaire, au cas où quelqu'un se présenterait, pas d'attente d'une sonnette ou d'une voix au bout du couloir, demandant où étaient les serviettes. Je me suis assise lentement. J'ai pris une bouchée. Mâché en ai pris une autre. J'ai laissé le temps passer, comme il n'avait jamais été autorisé à le faire auparavant. Quand j'ai fini, j'ai débarrassé l'assiette, les lavé à la main et les séché avec le torchon que maman avait brodé en 1992. Je les pliai soigneusement, les plaçai dans le tiroir et j'ai éteint la lumière de la cuisine. Pas parce que quelqu'un dormait. Pas parce que quelqu'un avait besoin de silence.